Ils lui dirent, elle ne ressemblait pas, elle appartenait en première classe. Ils lui dirent, il y avait une erreur d'ordinateur. Mais quand Naomi Caldwell fut forcée hors de son siège payé par une femme privilégiée qui refusa de bouger, l'équipage pensa qu'ils avaient résolu le problème. Ils pensèrent qu'ils pourraient juste faire taire la file tranquille en sweat à capuche et la pousser à l'arrière de l'avion. Ils eurent tort parce que Naomi n'acheta pas juste un billet. Elle acheta quelque chose d'autre entièrement ce matin-là. Et 5 minutes avant le décollage, le pilote reçut un appel qui gela le sang dans ses veines. Regardez ce qui arrive quand les préjugés rencontrent le pouvoir. Et le dur karma est instantané. L'aéroport international JFK était le chaos, une ruche tentaculaire de bruit et de corps pressés. Mais Naomi Caldwell se déplaça à travers le Terminal 4 avec une efficacité calme et pratiquée. Vêtue d'un pantalon de survêtement gris non descriptif, d'un sweat à capuche vintage surdimensionné et portant des écouteurs anti-bruit autour de son cou, elle ne ressemblait pas à la couverture de Forbes. Elle ne ressemblait pas à la plus jeune actionnaire majoritaire du géant de la logistique Caldwell Vanguard. Elle ressemblait juste à une femme de 26 ans fatiguée essayant de rentrer chez elle à Londres. Naomi avait été en réunion pendant 48 heures d'affilée. Ses yeux étaient lourds, brûlants d'épuisement. La seule chose la gardant debout était la promesse du siège 1A sur le vol océanique 882. Elle l'avait réservé spécifiquement pour l'intimité, une capsule plate où elle pourrait dormir pendant 6 heures et se réveiller fraîche pour une réunion de conseil qui déciderait du sort de 3000 employés. Elle approcha de la porte, serrant son téléphone. Le processus d'embarquement avait été fluide jusqu'à ce qu'elle monte sur la passerelle. Un frisson distinct sembla s'installer sur elle alors qu'elle saluait l'hôtesse de l'air à la porte. « Bienvenue à bord », dit l'hôtesse, dont l'étiquette de nom lisait Stacy. Son sourire était serré, ses yeux jetant des coups d'œil de haut en bas sur la tenue décontractée de Naomi avant d'atterrir sur la carte d'embarquement numérique. L'économie est à droite par le deuxième couloir. Naomi fit une pause, clignant des yeux. En fait, je suis en 1A, première classe. Les sourcils de Stacy se levèrent. Elle laissa échapper un petit reniflement, presque imperceptible. Êtes-vous sûre, ma chérie? C'est habituellement réservé pour... Eh bien, laissez-moi voir. Naomi leva le téléphone. L'écran affichait clairement Naomi Caldwell. Siège 1A, priorité 1. Stacy le fixa une seconde de trop, son sourire hésitant, mais ne disparaissant pas. Bien, d'accord. Tournez à gauche, alors. Elle ne s'excusa pas. Elle n'offrit pas de suspendre le manteau de Naomi. Elle pointa juste du doigt. Naomi s'en fichait. Elle était trop fatiguée pour combattre les micro-agressions aujourd'hui. Elle tourna à gauche, le silence de la cabine de première classe l'enveloppant. Cela sentait le cuir cher et le champagne. Elle marcha le long du court couloir, prête à s'effondrer. Mais quand elle atteignit la rangée 1, elle se figea. Il y avait quelqu'un déjà dans son siège. Une femme aux cheveux blonds parfaitement coiffés, portant un blazer blanc élégant et assez de bijoux en or pour couler un petit bateau, était confortablement installée dans le siège 1A. Elle avait ses chaussures enlevées, ses pieds reposant sur l'ottomane, et sirotait déjà un mimosa de pré-départ. Naomi vérifia son téléphone à nouveau. Définitivement 1A. « Excusez-moi, dit Naomi doucement, tapant l'épaule de la femme. La femme ne se retourna pas. Elle agita juste sa main comme si elle chassait une mouche. Le champagne est vide. Remplissez-le. Naomi prit une profonde inspiration, sa patience s'effilochant. Je ne suis pas l'hôtesse de l'air. Vous êtes dans mon siège. La femme, Béatrice Vance, un nom qui allait bientôt devenir infâme de la pire façon possible, pivota lentement sa tête. Ses yeux étaient bleu glacier et froids comme l'acier. Elle regarda Naomi, observant le sweat à capuche, le chignon en désordre, l'absence de maquillage. « Je vous demande pardon, dit Béatrice, sa voix dégoulinant de dédain. « Vous êtes dans mon siège, répéta Naomi, levant son téléphone. « Anna, j'ai la carte d'embarquement. »
Béatrice rit. C'était un son dur et aboyant. Ne soyez pas ridicule. Il doit y avoir une erreur. Je m'assois toujours en un an. Mon mari est un membre clé platine. Maintenant, courez à l'arrière, cher. Vous bloquez le couloir. J'ai payé pour ce siège, dit Naomi, sa voix durcissant. J'ai besoin que vous bougiez. Béatrice se détourna complètement, prenant son magazine. Stacy, cria-t-elle, sa voix perçant la cabine silencieuse. Stacy, il y a une file confuse qui me dérange. Stacy, l'hôtesse de l'air de la porte, accourut. Elle semblait perturbée, ses yeux allants et venant entre la Béatrice Vance impeccablement vêtue et la Naomi en sweat à capuche. « Y a-t-il un problème, Madame Vance? » demanda Stacy, s'adressant immédiatement à la femme dans le siège. Cette personne, Béatrice fit un vague geste vers Naomi avec une main manucurée, prétend que c'est son siège. Elle me harcèle. Je veux qu'elle soit retirée. Stacy se tourna vers Naomi, son visage se durcissant d'un masque d'autorité. Mademoiselle, je vais devoir vous demander de retourner à la cuisine. Vous dérangez les passagers de première classe. Je suis une passagère de première classe, dit Naomi, sa voix stable, mais son cœur battant contre ses côtes. Elle est assise dans le siège pour lequel j'ai payé $6,000. Vérifiez le manifeste. Stacy hésita. Elle sortit sa tablette et toucha l'écran. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Le manifeste montrait clairement Caldwell Naomi en 1A. Mais ensuite, elle regarda Béatrice Vance. Béatrice la fixait, le genre de regard qui promettait des poursuites, des plaintes de gestionnaires et des pertes d'emploi. Béatrice Vance était une voyageuse fréquente connue, l'épouse d'un magnat de l'immobilier. Naomi Caldwell était, eh bien, Stacy n'avait jamais entendu parler d'elle, et elle n'avait certainement pas l'air du rôle. Il semble y avoir un pépin informatique, mentit Stacy. Les mots sortirent facilement. Le système a doublement réservé le siège. Madame Vance est montée à bord la première. Donc elle le garde? Demanda Naomi incrédule. Ce n'est pas comme ça que ça marche. J'ai un billet confirmé. Écoutez, claqua Béatrice, posant son magazine. Je ne bouge pas. J'ai mal au dos et j'ai besoin de cet espace. Si vous ne pouvez pas vous permettre de vous habiller pour la première classe, vous n'y appartenez certainement pas. Pourquoi ne pas aller trouver une rangée vide en classe économique? Je suis sûr que c'est plus votre vitesse. Naomi regarda autour d'elle. Un homme d'affaires en 1B faisait semblant de lire son journal. Un couple à la rangée 2 chuchotait et regardait fixement. Personne ne dit un mot. Le silence était assourdissant. C'était le silence de la complicité. Stacy posa une main sur le bras de Naomi. « Mademoiselle, je ne peux pas retarder le vol pour un différend de siège. Si vous ne vous déplacez pas en classe économique, je devrais appeler le marshal pour vous faire escorter hors de l'avion pour avoir été perturbatrice. » Naomi retira son bras. « Perturbatrice? Je suis debout dans ce siège que j'ai payé. » Dernier avertissement, siffla Stacy, laissant tomber la façade du service client. Rangée 34, siège B, siège du milieu, c'est le seul qui reste. Prenez-le ou descendez. Naomi regarda Béatrice qui souriait triomphalement dans son verre de mimosa. Elle regarda Stacy, dont le visage était rouge de pouvoir impatient. À ce moment-là, Naomi avait un choix. Elle pouvait crier, elle pouvait refuser, elle pouvait se faire traîner hors de l'avion menotté, se retrouvant sur une vidéo virale qui effrayerait ses investisseurs, ou elle pouvait jouer le long terme. Naomi Caldwell ne devint pas milliardaire à 26 ans en réagissant émotionnellement. Elle le fit en analysant le levier. Et à ce moment-là, elle réalisa qu'elle l'avait tout entier. Il ne le savait pas encore. Elle prit une profonde inspiration, lissant le devant de son sweat à capuche. « Rangée 34B » demanda-t-elle doucement. « Oui, dit Stacy, soulagée. Tout à l'arrière. »« Bien, dit Naomi. » Elle croisa le regard de Béatrice une dernière fois. « Profitez du siège, Madame Vance. J'ai le sentiment que ce sera un vol très mémorable. »
Béatrice roula juste des yeux. Enfin, au revoir. Naomi se retourna et marcha sur toute la longueur de l'avion, la marche de la honte. Elle passa la section affaires, puis le confort économique, et enfin les couloirs étroits et bondés de la cabine arrière. Les gens la regardaient, les bébés pleuraient, l'air était étouffant. Elle trouva la rangée 34. Le siège B était un siège du milieu entre un homme mangeant un sandwich au thon piquant et un adolescent écoutant du heavy metal si fort qu'il fuyait à travers ses écouteurs. Naomi s'assit, ses genoux pressés contre le siège en plastique devant elle. Elle sortit son téléphone. « Veuillez activer le mode avion », annonça l'interphone. « Les portes se ferment. » Naomi n'activa pas le mode avion. Pas encore. Elle ouvrit ses messages textes. Elle fit défiler sa mère, son assistante, et toucha un contact nommé Marcus, directeur des opérations, JFK Cargo. Ses pouces volèrent sur l'écran. Message. Le cargo pour le projet Atlas est-il déjà chargé sur le vol 882? La réponse vint 10 secondes plus tard. Marcus. Oui, mademoiselle Caldwell. Vient de finir de charger. Prototype critique. C'est dans le ventre de l'avion. Vous êtes à bord. Naomi tapa à nouveau. Message. Enlevez-le. 3 secondes de silence. Puis les 3 pointes de saisie apparurent, disparurent et apparurent à nouveau. Marcus, je suis désolé. Vous voulez que nous déchargions le cargo Atlas? Cela retardera le vol d'au moins 2 heures. Le capitaine deviendra fou. Le visage de Naomi était froid comme la pierre alors qu'elle tapait sa réponse finale. Message, je m'en fiche. Je révoque l'autorisation de transport avec effet immédiat. Ce cargo vaut 400 millions de dollars et il ne vole pas sur un avion où le PDG est traité comme un criminel. Retirez le cargo, Marcus. Immobilisez l'avion. Elle frappa envoyer. Puis elle bascula son téléphone en mode avion, pencha sa tête en arrière contre le tissu de siège rêche et ferma ses yeux. Dans le cockpit, le capitaine Reynolds demandait juste la permission de reculer de la porte. Les moteurs montaient en régime, un faible gémissement qui vibrait à travers le plancher. Tour ici, Océanique 882, prêt pour... Soudain, la radio crépita. Océanique 882, maintenez la position. Ne reculez pas. Répétez, ne reculez pas. Le capitaine Reynolds fronça les sourcils, regardant son copilote. Tour 882, quel est le problème? Nous sommes au vert sur toute la ligne. Négatif 882. Les opérations au sol ont signalé une erreur critique de manifester de cargaison. Un ordre d'arrêt a été émis par le propriétaire du fret. Ils exigent un déchargement immédiat. Déchargement, claqua Reynolds. Nous sommes entièrement chargés. Qui est le propriétaire? Le manifeste dit Caldwell Vanguard Logistics. L'ordre est venu du sommet, capitaine. Ils disent que le PTT est à bord et a signalé une violation de sécurité. Le capitaine Reynolds parlait. Caldwell Vanguard était le plus gros contrat de leur compagnie aérienne. S'ils retiraient leur fret, la compagnie aérienne perdrait des millions. Il saisit l'interphone. « Mesdames et messieurs, votre capitaine vous parle. Je crains que nous ayons une situation technique mineure. Nous allons devoir rester à la porte un peu. Veuillez rester assis. » À la rangée 34B, Naomi ouvrit un œil et sourit. Au siège 1A, Béatrice Vance souffla bruyamment. « Incroyable! J'ai un rendez-vous au spa à Londres. Stacy, donnez-moi un autre verre. » Elle n'avait aucune idée que la fille en sweat à capuche qu'elle venait de chasser détenait les clés de l'avion entier. 45 minutes s'étaient écoulées et l'avion n'avait pas bougé d'un pouce. La confusion initiale parmi les passagers s'était transformée en une irritation épaisse et palpable. Pour économiser du carburant pendant que le mystérieux problème technique était résolu, le capitaine Reynolds avait ordonné de réduire la puissance de l'unité de puissance auxiliaire. Le résultat fut une mort lente et rampante du système de climatisation. La cabine, auparavant fraîche et sentant le cuir désinfecté, commençait à se réchauffer. En première classe, l'atmosphère était empoisonnée.
Béatrice Vance s'éventait agressivement avec la carte de sécurité plastifiée, ses bracelets en or claquant ensemble comme des dents squelettiques. C'est absolument inacceptable, annonça Béatrice à la salle en général, bien que ses yeux fussent fixés sur le dos de la tête de Stacy. Stacy se cachait actuellement dans la cuisine, faisant semblant d'organiser des serviettes, mais ses mains tremblaient. Stacy, j'exige de parler au capitaine. J'ai une correspondance à Londres pour un charter privé. Si je la rate, je facturerai cette compagnie aérienne pour le coup. Je suis désolé, Madame Vance, dit Stacy, sa voix mince et cassante. Le capitaine il est très occupé à communiquer avec la tour. Nous devrions avoir une mise à jour bientôt. Je ne veux pas une mise à jour, je veux du mouvement, claqua Béatrice. Elle prit une gorgée de son mimosa, qui était devenu tiède et éventé. Elle fit une grimace et poussa le verre sur la tablette. « Et il fait chaud ici. »« Pourquoi fait-il chaud? Je n'ai pas payé 12 000 $ pour transpirer. » Stacy força un sourire qui ressemblait plus à une grimace de douleur. « Je vous apporterai de l'eau glacée, Madame Vance. » Pendant que Béatrice était occupée à terroriser l'équipage, un tout autre genre de terreur se déroulait dans le cockpit. Le capitaine Mark Reynolds était un pilote vétéran. Il avait volé à travers des taifons dans le Pacifique et navigué des pannes de moteur au-dessus des Rocheuses. C'était un homme qui se vantait de son contrôle. Mais à ce moment-là, regardant le message rouge clignotant sur son ordinateur de vol et écoutant la voix furieuse du directeur des opérations au sol dans son casque, il se sentait complètement hors de contrôle. « Je me fiche de ce que dit votre emploi du temps, Reynolds. » La voix du directeur crépita, semblant déformée par la colère. « L'ordre d'arrêt est absolu. Nous avons des camions qui roulent sur le tarmac en ce moment pour décharger les conteneurs de fret étiquetés Atlas. Ces 4 conteneurs, cela prendra au moins 90 minutes pour les localiser, les extraire et rééquilibrer l'avion. 90 minutes, Reynolds essuya la sueur de son front. Nous perdrons notre créneau. Les passagers se révolteront. Qui fait cela? Pourquoi? Je vous l'ai dit, Mark, c'est le client, Caldwell Vanguard. Ils ont déclaré un environnement de transport hostile. Savez-vous ce que ce code signifie? Cela signifie qu'ils croient que leurs actifs ou leurs dirigeants sont en danger immédiat sur votre vaisseau. Reynolds fixa le tableau de bord. Danger, nous sommes à la porte. Il n'y a aucun danger. Qui est le dirigeant? Nous venons de recevoir la confirmation de leur QG. Le directeur a dit que le PDG, Naomi Caldwell, est à bord. Elle a envoyé le code tueur personnellement. Reynolds sentit un nœud froid se former dans son estomac. Il saisit le manifeste des passagers qui étaient accrochés à sa fenêtre latérale. Il scanna les noms rapidement. Première classe. Première classe. Il vit des sénateurs. Il vit des acteurs. Il vit quelques noms d'affaires reconnaissables. Il vit Vance Béatrice au siège 1A. Il ne vit pas de Caldwell. Directeur, il doit y avoir une erreur, dit Reynolds, sa voix tremblant légèrement. Je regarde le manifeste de première classe. Il n'y a aucune Naomi Caldwell listée. Vole-t-elle sous un alias? Vérifiez toute la liste, Reynolds. Elle est dans cet avion. Et tant qu'elle ne retire pas l'ordre, vous êtes un très cher presse-papier. Trouvez-la, réparez ça. Ou nous venons de perdre le contrat qui paye votre pension. La ligne devint morte. Reynolds détacha son harnais, se levant dans le cockpit exigu. Il se tourna vers son copilote, un homme plus jeune nommé David, qui semblait également pâle. « Prenez les communications. Je dois aller dans la cabine. »« Qu'allez-vous faire? » demanda David. « Je vais trouver une milliardaire, dit Reynolds d'un air sombre. Et je vais supplier. » Reynolds ouvrit la porte du cockpit et entra dans la cuisine. Stacy sursauta, laissant presque tomber un seau de glace. « Capitaine, haleta-t-elle, Madame Vance exige de vous voir. Elle menace d'appeler le PDG de la compagnie aérienne. » Reynolds ignora la mention de Madame Vance. Il leva le manifeste, son doigt piquant le papier. « Stacy, qui est au siège en A? »
Madame Vance, dit Stacy, confuse. Elle est juste là. Non, siffla Reynolds, gardant sa voix basse mais intense. Sur le manifeste numérique qui était réservé au siège en A. Stacy se figea. La couleur quitta son visage si complètement qu'elle ressemblait à une figure de cire. Ses yeux se posant sur le rideau, séparant la première classe de l'économie. Eh bien, bégaya-t-elle, il y avait une jeune femme, mais il y avait un conflit. Madame Vance voulait le siège et l'autre passagère, elle n'avait pas l'air. Quoi? Invita Reynolds, sa voix baissant d'une octave. Elle ne ressemblait pas à sa place en première classe, murmura Stacy. Elle portait un sweat à capuche, un pantalon de survêtement. Elle ressemblait à une étudiante, alors je l'ai déplacée. Reynolds ferma les yeux. Il se sentait physiquement malade. Il prit une profonde inspiration, inhalant l'odeur du café et de l'apocalypse imminente. « Vous l'avez déplacée, » répéta-t-il lentement. « Vous avez déplacé Naomi Caldwell, la propriétaire de Caldwell Vanguard Logistics, la femme qui possède essentiellement le cargo dans le ventre de cet avion. » La bouche de Stacy s'ouvrit. « La fille en sweat à capuche, c'est Naomi Caldwell. »« Où est-elle maintenant? » demanda Reynolds, ses yeux s'ouvrant brusquement. Stacy pointa un doigt tremblant vers l'arrière de l'avion. « Rangée 34, siège B, siège du milieu. » Reynolds la regarda avec un mélange d'incrédulité et de pitié. « Stacy, vous feriez mieux de prier qu'elle soit clémente, parce que si elle ne l'est pas, vous et moi volerons des avions cargo vers l'Antarctique pour le reste de nos carrières. » Il redressa son uniforme, mit son chapeau et entra dans la cabine de première classe. Béatrice Vance le vit immédiatement. Elle rayonna, joignant ses mains. « Enfin, capitaine, je suppose que vous êtes ici pour vous excuser de ce terrible retard et peut-être m'offrir un autre verre. » Reynolds ne ralentit même pas. Il passa directement devant le siège 1A, devant la main tendue de Béatrice Vance, et marcha droit à travers le rideau vers l'économie. Béatrice cligna des yeux, sa main restant dans l'air. « Excusez-moi, balbutia-t-elle. « Capitaine, où allez-vous? Je vous parle. » Mais le capitaine était déjà parti, se dirigeant vers la jungle de la classe économique. La cabine économique était un monde différent. L'air était épais de l'odeur de l'humanité. Parfums, sueur, nourriture rance et anxiété. Des bébés pleuraient en un cœur saccadé et rythmique. Des gens se tenaient dans les couloirs, s'étirant les jambes, se plaignant bruyamment de la chaleur et du manque d'information. Alors que le capitaine Reynolds avançait dans le couloir, un silence s'abattit sur les passagers. Il était rare de voir le capitaine si loin à l'arrière de l'avion, à moins que quelque chose n'aille terriblement mal. Les gens rentrèrent en leurs jambes, le regardant avec de grands yeux. « Le moteur est-il cassé? » demanda quelqu'un. « Sommes-nous détournés? » murmura un autre. Reynolds les ignora tous. Il était en mission. Il compta les rangées. 20, 25, 30. Il atteignait la rangée 34. C'était un espace étroit. Sur le siège côté couloir, un adolescent avec de gros écouteurs faisait du headbanging sur de la musique silencieuse inconscient du monde. Sur le siège côté hublot, un homme costaud, M. Henderson, à en juger par le nom sur son étiquette de bagage, était à moitié de son sandwich au thon, des miettes jonchant sa chemise, et coincé entre eux, calme comme un moine en méditation, se trouvait Naomi Caldwell. Elle avait ses écouteurs anti-bruit, ses yeux étaient fermés. Elle avait l'air petite, presque fragile, coincée entre les deux hommes. Reynolds se racla la gorge. Il se sentait ridicule. Il était le capitaine d'un Boeing 737 et il était debout dans les sièges bon marché, sur le point de plaider pour sa vie. « Mademoiselle Caldwell, » dit-il doucement. Naomi ne bougea pas. Reynolds tendit la main et lui tapota doucement l'épaule. Les yeux de Naomi s'ouvrirent. Ils étaient sombres, intelligents et complètement imperturbables. Elle fit glisser ses écouteurs autour de son cou et leva les yeux vers lui. Elle ne semblait pas surprise. « Capitaine, dit-elle,
Sa voix était calme, un contraste frappant avec le chaos autour d'eux. « À quoi dois-je le plaisir? Sommes-nous à court de cacahuètes? » Reynolds grimaça. « Mademoiselle Caldwell, s'il vous plaît, j'ai juste été informé de la situation concernant le cargo. Les opérations au sol me disent que vous avez émis un ordre d'arrêt. » « Je l'ai fait, » dit simplement Naomi. « Mademoiselle Caldwell, ce cargo est critique et le décharger annulera ce vol. L'équipage sera en panne de temps. Ces gens, » il fit un geste vers les centaines de visages qui regardaient. « Ces gens ne rentreront pas chez eux ce soir. »« Je suis au courant de la logistique, capitaine, » dit Naomi. « Je dirige une entreprise de logistique. Je sais exactement ce que coûte l'immobilisation d'un 717, environ 40 000 $ l'heure, plus les pénalités. »« Alors pourquoi, Pintammoir ?» demanda Reynolds, le désespoir s'immisçant dans sa voix. « Pourquoi faites-vous cela? » Naomi le regarda dans les yeux. « Capitaine, votre hôtesse de l'air, Stacy, m'a dit que mon billet confirmé, siège 1A, était une erreur informatique. Elle m'a dit que je n'avais pas l'air d'appartenir. Elle m'a forcé dans ce siège pour qu'une autre passagère, une qui avait l'air de la part, puisse prendre le mien. » Elle fit un geste vers l'espace exigu autour d'elle. Monsieur Henderson avait cessé de mâcher son sandwich au thon et écoutait, la bouche ouverte. « J'ai décidé, » continua Naomi, sa voix se durcissant, « que si je ne suis pas traité avec le respect d'un client payant, alors mon cargo ne devrait pas l'être non plus. Ma technologie voyage en première classe, capitaine, tout comme moi. Si je suis en 34B, le cargo ne vole pas. » Reynolds sentit le sang lui monter au visage. « Mademoiselle Caldwell, je suis incroyablement désolé. Je n'avais aucune idée. C'est une grave violation de protocole. Je m'occuperai de Stacy. S'il vous plaît, permettez-moi de vous escorter immédiatement en première classe. Nous déplacerons Madame Vance. Nous arrangerons les choses. » Naomi le regarda, puis regarda le couloir vide menant à l'avant. « Non, dit-elle. » Reynolds cligna des yeux. « Non, je ne retourne pas là-bas tranquillement, » dit Naomi. « J'ai été humilié devant cette cabine. J'ai été ramené ici comme une criminelle. Je ne vais pas me faufiler maintenant que vous avez réalisé que j'ai de l'argent. »« Alors que puis-je faire? » demanda Reynolds. « Nommez-le. »« Je veux que le cargo reste, » dit Naomi, « mais je veux que la personne qui a volé mon siège comprenne exactement pourquoi cet avion ne bouge pas. Je veux qu'elle sache que son privilège a des conséquences et je veux que tout le monde le sache aussi. » Avant que Reynolds ne puisse répondre, une voix stridente coupa l'air. « Vous êtes là. » Béatrice Vance descendait le couloir économique en trombe. Elle ressemblait à un oiseau furieux et cher. Elle avait suivi le capitaine, ne voulant pas être ignorée. Elle poussa une mère tenant un bébé, ricanant devant l'enfant, et arriva à la rangée 34, essoufflée et le visage rouge. « Capitaine Reynolds, » cria Béatrice. « C'est absurde. Pourquoi discutez-vous avec cette racaille de bas-fond pendant que je transpire en première classe? J'exige que vous reveniez au cockpit et que vous pilotiez cet avion. » Tout l'arrière de l'avion devint silencieux. Chaque passager se tourna pour regarder. Des téléphones furent levés, des caméras enregistraient. Naomi se leva. Elle était plus petite que Béatrice, mais à ce moment-là, elle semblait mesurer 3 mètres. « Madame Vance, » dit Naomi, sortant dans le couloir. L'adolescent du siège couloir s'écarta rapidement, sentant le danger. « Ne me parlez pas, » cracha Béatrice. « Vous avez causé assez de problèmes. D'abord, vous essayez de voler mon siège et maintenant vous distrayez le pilote. Qui pensez-vous être? » Naomi sourit. C'était un sourire terrifiant. « C'est la question du jour, n'est-ce pas? Vous m'avez dit que je n'avais pas l'air d'appartenir en un. Vous m'avez dit que je ne pouvais pas me le permettre. Parce que vous ne le pouvez pas. » Béatrice rit, désignant le sweat à capuche de Naomi. « Regardez-vous. Vous avez probablement utilisé une carte de crédit volée pour acheter le billet. C'est pourquoi le système vous a signalé. » Naomi se tourna vers le capitaine. « Capitaine Reynolds, voudriez-vous me présenter? » Reynolds regarda Béatrice, son expression sombre.
Il avait perdu toute patience avec la femme au blazer blanc. « Madame Vance, dit Reynolds, sa voix résonnant dans la cabine silencieuse. Ceci est Naomi Caldwell. Elle est la PDG de Caldwell Vanguard. Elle est l'actionnaire majoritaire de la société qui expédie le fret sur ce vol. Elle est également la membre VIP la plus haut de gamme de la compagnie aérienne. » Le rire de Béatrice mourut dans sa gorge. Elle cligna rapidement des yeux. « Caldwell, mais elle porte un pantalon de survêtement. »« Je possède l'entreprise, dit Naomi, sa voix froide et claire, se projetant vers les rangées de passagers écoutant attentivement. « Je n'ai pas besoin de m'habiller pour impressionner qui que ce soit. Je n'ai certainement pas besoin de m'habiller pour impressionner une femme dont la seule réussite est d'avoir épousé un membre clé platine. » Un soupir traversa la cabine économique. Quelqu'un dans la rangée 35 cria « Attrapez-la !» Béatrice devint d'un violet profond et laid. « Comment osez-vous? Mon mari est... » « Votre mari va être très déçu, » l'interrompit Naomi, « parce que ce vol est immobilisé. Le cargo est en train d'être retiré et c'est entièrement parce que vous refusez de bouger d'un siège que vous n'avez pas payé. Vous ne pouvez pas faire ça, » bégaya Béatrice, regardant les visages hostiles des autres passagers. « Vous ne pouvez pas immobiliser un avion juste pour me faire enrager. » « Je ne l'ai pas immobilisé pour vous faire enrager, » dit Naomi s'approchant. « Je l'ai immobilisé parce que je ne fais pas confiance à la sécurité de mes actifs sur un avion où l'équipage laisse des brutes dicter les règles. Mais ne vous inquiétez pas, Madame Vance. Je suis prête à faire un marché. »« Un marché ?» demanda Béatrice, sa voix tremblante. « L'avion vole, dit Naomi. Le cargo reste, mais seulement si vous prenez mon siège. » Béatrice sembla confuse. « J'ai déjà votre siège. »« Non. » Naomi pointa la rangée 34, siège B, le siège étroit et exigu du milieu entre M. Anderson et le gamin de métal. « Je veux dire ce siège. Vous prenez le 34B, je prends le 1A, et vous vous excusez auprès de moi et de chaque personne dans cet avion pour avoir retardé leur voyage. » Béatrice regarda le siège exigu. Elle regarda M. Anderson, qui sourit et agita un morceau de sandwich au thon. Elle regarda l'adolescent. « Je ne peux pas m'asseoir là, » murmura Béatrice. « J'ai de la claustrophobie. J'ai mal au dos et j'ai un contrat de 400 millions de dollars, » dit Naomi. « Choisissez, Béatrice, le siège du milieu où l'avion reste au sol, et j'explique à la presse et à votre mari exactement pourquoi. » La cabine retint son souffle. Béatrice Vance regarda le capitaine, cherchant de l'aide. Reynolds croisa juste les bras. « J'ai besoin d'une réponse, Madame Vance. Les opérations au sol attendent. » Béatrice regarda la mère de téléphone l'enregistrant. Elle réalisa avec une horreur grandissante qu'elle n'avait aucun levier. Aucun. Lentement, douloureusement, elle baissa la tête. « Bien, » murmura-t-elle. « Je ne vous entends pas, » dit Naomi. « Bien, » hurla Béatrice. « Je prendrai ce maudit siège. » « Et, » incita Naomi. Béatrice serra les dents si fort qu'elles craquèrent de manière audible. « Je suis désolée. » Naomi hocha la tête. Elle prit son sac à dos du sol. « Profitez du ton, Béatrice. » Alors que Naomi commençait la marche de retour vers l'avant de l'avion, la cabine économique éclata. Ce n'était pas juste des applaudissements, c'était un rugissement de vindication. Les gens applaudirent. Quelqu'un siffla. M. Henderson frappa des mains, envoyant des miettes partout. Naomi marcha la tête haute, passant Stacy qui pleurait silencieusement dans la cuisine. Elle ne s'arrêta pas. Elle marcha directement en première classe où son siège 1A l'attendait. Mais l'histoire n'était pas terminée. Parce que pendant que Béatrice souffrait en 34B, Naomi prit son téléphone. Elle n'était pas juste satisfaite d'avoir récupéré son siège. Béatrice Vance l'avait humiliée. Maintenant, Naomi allait s'assurer que Béatrice Vance n'oublierait jamais ce jour. Elle composa un numéro. Légal. La voix à l'autre bout répondit « C'est Naomi. »
J'ai besoin que vous cherchiez un homme nommé Richard Vance, promoteur immobilier. Découvrez tout sur ses affaires et découvrez si sa femme, Béatrice, est au conseil d'administration de l'une de ses œuvres de bienfaisance. Je veux qu'il soit audité d'ici demain matin. Naomi Caldwell se rassit dans le siège 1A et accepta un verre de champagne d'une hôtesse de l'air tremblante. L'avion commença à reculer de la porte. Les karmas venaient de commencer. Le signe de la ceinture de sécurité tinta, un ding aigu qui résonna dans la cabine, mais pour Béatrice Vance, cela sonnait comme une porte de prison se refermant. Le vol océanique 800 finalement atteint son altitude de croisière, se stabilisant quelque part au-dessus de l'Atlantique. À l'avant de l'avion, dans le sanctuaire silencieux de la première classe, Naomi Caldwell était inclinée dans le siège 1A. Elle avait remis une paire de chaussettes fraîches fournies dans le kit d'agrément. Son ordinateur portable était ouvert et un verre de Dom Pérignon vintage bouillonnait doucement sur sa tablette recouverte de lin. L'air sentait les noix réchauffées et le parfum cher. Mais à l'arrière, dans la rangée 34, l'air sentait tout à fait différemment. Béatrice était actuellement coincée dans le siège B comme un bouchon dans une bouteille. À sa gauche, M. Henderson avait fini son sandwich au thon, mais avait apparemment décidé de garder l'emballage en souvenir sur sa tablette, l'odeur du poisson persistant comme un mauvais souvenir. À sa droite, l'adolescent, dont elle apprit plus tard le nom était Jax, s'était endormi. Sa tête délinait dangereusement près de l'épaule de Béatrice, et sa musique laissait toujours échapper de petits tambours agressifs de ses écouteurs. « Excusez-moi », claqua Béatrice, poussant l'épaule de Jax avec son coude. « Gardez votre personne hors de moi. » Jax renifla, marmonna quelque chose à propos d'un mosh pit, et s'affaissa de l'autre côté. Béatrice sentit une goutte de sueur couler le long de son dos. Le polyester du siège économique lui égratignait sa blouse de soie. Elle pressa le bouton d'appel de l'hôtesse de l'air. Elle le pressa à nouveau, puis une troisième fois, 5 minutes passèrent avant qu'une hôtesse de l'air n'apparaisse. Ce n'était pas Stacy. Stacy se cachait probablement dans la cuisine avant, redoutant le moment où elle atterrirait à Londres. C'était un steward nommé David, un homme grand avec une expression sérieuse et des yeux fatigués. « Oui, madame, » demanda David, ne se donnant pas la peine de se pencher. « Enfin !» siffla Béatrice. « J'ai besoin d'un verre de vin blanc, un chardonnay, et pas la piquette du chariot. Allez à l'avant et apportez-moi la bouteille que je buvais plus tôt. » David la regarda, son visage impassible. « Je crains de ne pas pouvoir faire cela, madame. Les articles de service de première classe restent en première classe. Nous avons un excellent mélange blanc de la maison, disponible à l'achat. C'est 9 $. La voix de Béatrice monta en un cri qui fit tourner plusieurs têtes. « Savez-vous qui je suis? J'ai cédé mon siège pour sauver ce vol. Je suis une héroïne. Je ne devrais pas payer pour du vin. » « Vous n'avez pas cédé votre siège, madame, » la corrigea David. Sa voix assez forte pour que les rangées environnantes entendent. « Vous avez été retiré d'un siège que vous n'avez pas payé afin que le passager réel puisse embarquer. Maintenant, voulez-vous le vin à 9 $ ou non? » Béatrice tremblait de rage. Elle fouilla dans son sac à main en sortant la carte AMX platine de son mari. Elle la jeta sur David. Elle rebondit sur sa poitrine et atterrit sur le sol collant. « Passez-la, » commanda-t-elle. « Apportez-moi 3 bouteilles. »« Je peux vous en servir une, madame, et vous pouvez ramasser la carte. » Pendant que Béatrice s'engageait dans une guerre avec l'équipage de cabine, Naomi menait une bataille différente 30 rangées plus loin, une bataille numérique. Elle s'était connectée au Wi-Fi en vol. C'était lent, mais c'était suffisant. Elle ouvrit son ordinateur portable et afficha les communications internes de Caldwell Vanguard. Elle envoya un message rapide à son équipe de relations publiques pour préparer une déclaration sur le retard de vol, le présentant comme une précaution de sécurité concernant la protection des actifs. Elle voulait prendre de l'avance sur l'histoire. Puis elle ouvrit un nouvel onglet. Elle se connecta à une base de données d'enquête privée
à laquelle son entreprise était abonnée pour vérifier des partenaires de haut niveau. Elle tapa Richard Vance. L'écran se remplit de données. Richard Vance, PDG de Vance Global Properties. Valeur nette environ 80 millions, respectable, mais utilisant une dette lourde pour de nouveaux développements dans l'Est de Londres. Naomi fit défiler. Elle cherchait Béatrice. Béatrice Vance, née Holloway. Pas d'historique d'emploi. Membre du conseil de la Fondation Vance pour les arts de la jeunesse. Membre du conseil de l'initiative Londres propre et verte. Naomi fronça les sourcils. L'initiative Londres propre et verte, cela lui semblait familier. Elle ouvrit une nouvelle recherche. 2 semaines auparavant, il y avait eu un petit scandale impliquant le déversement illégal de déchets de construction dans l'estuaire de la Tamise. L'entreprise impliquée était une filiale de Vance Global. Les documents pour l'élimination des déchets avaient été signés par le comité de surveillance environnementale. Naomi afficha la liste du comité. C'était là la présidente Béatrice Vance. Naomi se redressa. Béatrice n'était pas juste une femme trophée. Elle était la signataire du sale boulot de son mari. Elle avait signé des documents affirmant que le matériau isolant toxique était un déchet recyclable sûr pour économiser les frais d'élimination de l'entreprise. Naomi prit une gorgée de champagne. C'était ça. C'était le levier qui transformait une rencontre grossière en un événement ruinant une vie. Elle sortit son téléphone et rédigea un email. Elle ne l'envoya pas à la presse. Elle l'envoya à l'Agence britannique de l'environnement et mit en copie un contact qu'elle avait au Serious Fraud Office. Objet: preuve concernant le déversement de Vance Global dans l'estuaire de la Tamise. Veuillez trouver ci-joint les signatures numériques liant Béatrice Vance aux rapports environnementaux falsifiés datés du 12 novembre. Je crois qu'elle arrive actuellement à Londres sur le vol 880 $ et représente un risque de fuite si elle est informée des enquêtes en cours. Naomi frappa envoyer. Retour à la rangée 34, Béatrice avait fini sa 2e petite bouteille de vin. L'alcool combiné à l'altitude et à sa rage bouillonnante lui avait ôté ses dernières inhibitions. Elle sortit son téléphone. Elle ouvrit Instagram. Elle avait 15 000 abonnés, principalement d'autres mondaines riches qui aimaient ses photos de brunch et de sac à main. Elle leva le téléphone, l'orientant de manière à ce que son visage soit éclairé par la liseuse. « Et les gars, elle sirota, fixant la caméra. Vous ne croirez pas où je suis. Je suis dans le ghetto. Littéralement, une personne issue de la diversité du quartier s'est introduite par ruse dans mon siège de première classe. La compagnie aérienne est totalement éveillée et corrompue. Ils m'ont jeté à l'arrière avec les animaux. Elle panoramique la caméra vers M. Henderson, qui dormait la bouche ouverte. Regardez ce dégoûtant. Je vais poursuivre tout le monde quand j'atterrirai. Richard va acheter cette compagnie aérienne juste pour virer le pilote. Elle termina la vidéo et la posta sur son histoire. Elle la légenda. Boycott Oceanic. George, cauchemar de racisme inversé. Elle ne réalisa pas que les algorithmes sont des choses délicates. Elle ne réalisa pas que la vidéo de sa confrontation avec Naomi dans le couloir avait déjà été téléchargée par l'adolescent Jax utilisant le même Wi-Fi. Cette vidéo intitulée « Karen vole le siège d'une milliardaire et se fait détruire » avait déjà 400 000 vues sur TikTok. L'histoire Instagram de Béatrice ne rallia pas ses amis. Elle alerta Internet sur son pseudo. En 10 minutes, ses notifications explosaient, mais ce n'étaient pas des j'aime. C'étaient des commentaires, des milliers. Vous êtes assise à côté de la PDG de Caldwell Logistics, idiote. Poubelle raciste. Attendez, son mari n'est-il pas le type qui décharge des ordures dans la rivière? Que quelqu'un vérifie les nouvelles. J'espère que vous pourrirez en 34B. Béatrice fronça les sourcils, plissant les yeux vers l'écran. Pourquoi était-il si méchant? Elle voulut répondre à un commentaire, mais ses doigts étaient maladroits. Elle laissa tomber le téléphone. Il glissa entre les sièges, atterrissant quelque part sous la cuisse de M. Henderson. « Hey !» cria Béatrice, réveillant M. Henderson en le secouant. « Vous avez volé mon téléphone, levez-vous !» M. Henderson se réveilla en sursaut.
Quoi? Non, je ne l'ai pas fait. C'est sous votre grosse jambe, hurla Béatrice. Elle se jeta par-dessus la coudoir, ses mains griffant le coussin du siège, s'enfonçant dans la jambe de l'homme. Madame, laissez-moi tranquille, cria M. Henderson, la repoussant. Agression, hurla Béatrice. Il m'a frappé! Au secours, terroriste! David le steward fut là en quelques secondes. Mais cette fois, il n'était pas seul. Il avait le marshal de l'air avec lui, un officier en civil qui était assis à la rangée 12. « Madame, asseyez-vous et les mains où je peux les voir, » dit le marshal, sa voix basse et autoritaire. « Il a volé mon téléphone, » gémit Béatrice, pointant un doigt tremblant vers M. Henderson, déconcerté. « Votre téléphone est par terre, madame, » dit le marshal, montrant l'appareil lumineux sur le tapis. « Vous causez un trouble. Considérez ceci comme votre dernier avertissement. Un mot de plus et je vous immobiliserai. » Béatrice regarda le marshal. Elle regarda les passagers qui l'enregistraient. Elle regarda la tasse de vin en plastique sur sa tablette. Elle saisit le vin et le jeta au visage du marshal. Le soupir qui traversa la cabine aspira tout l'oxygène de l'air. Les marshals ne cligna même pas des yeux alors que le vin blanc coulait sur son nez. Il attrapa calmement les menottes à sa ceinture. « Beatrice Vance, dit-il, vous êtes en état d'arrestation pour agression sur un officier fédéral et interférence avec l'équipage de vol. Tournez-vous. »« Vous ne pouvez pas me toucher !» cria Béatrice alors qu'il la faisait pivoter. « Mon mari est Richard Vance. Je suis au siège. »« Ah, plus maintenant !» dit le marshal, serrant les menottes. « Maintenant, vous êtes en garde à vue. » Il l'haïssa. « David, dégagez la dernière rangée. Elle s'assoit sur le strapontin pour le reste du vol. » Alors que Béatrice était traînée dans le couloir, donnant des coups de pied et hurlant des obscénités, elle passa devant la rangée 34 une dernière fois. Jax, le gamin métal, leva ses écouteurs. « Bon vol, dit-il, et retourna à sa musique. » La descente vers Londres fut douce, les lumières de la ville scintillant en dessous, comme un collier dispersé de diamants sur du velours noir. Le capitaine passa sur l'interphone, sa voix sonnant significativement plus joyeuse qu'il y a 5 heures. « Mesdames et messieurs, nous commençons notre approche finale. Nous tenons à vous remercier pour votre patience aujourd'hui. Le temps à Londres est un vif 45 degrés. Nous tenons également à demander à tous les passagers de rester assis avec les ceintures de sécurité attachées après l'atterrissage jusqu'à ce que les autorités soient montées à bord de l'avion. » Un murmure traversa la cabine. Habituellement, cela signifiait un passager malade, mais tout le monde sur le vol 882 savait exactement quoi et qui cela signifiait. Au siège 1A, Naomi ferma son ordinateur portable. Elle rafraîchit son rouge à lèvres dans le miroir compact. Elle avait l'air fatiguée mais élégante. Elle rangea son sac lentement. Elle n'était pas pressée. L'avion toucha le sol, les inverseurs de poussée rugissant. Alors qu'il roulait vers la porte, l'anticipation dans l'air était électrique. Lorsque le signe de la ceinture de sécurité s'éteignit, personne ne bougea pour prendre ses bagages. Ils restèrent tous assis, étirant le cou, attendant. La porte de la cabine s'ouvrit. 3 officiers de la police métropolitaine de Londres montèrent à bord de l'avion. Ils portaient des gilets haute visibilité et des expressions sérieuses. Ils étaient suivis d'un homme en costume gris, élégant, qui semblait n'avoir pas dormi depuis une semaine. Richard Vance. Il passa devant la police, ses yeux scannant la cabine de première classe. Il avait l'air affolé. Il vit Naomi en 1A. Il fit une pause. Il la reconnut instantanément, non pas comme la fille en sweat à capuche, mais comme Naomi Caldwell, la femme avec la compagnie de laquelle il essayait d'obtenir un contrat d'expédition depuis 6 mois. « Mademoiselle Caldwell, » dit Richard, sa voix tremblant. « On m'a dit que ma femme était sur ce vol. Est-ce qu'elle l'est? » « Elle est à l'arrière, Richard, » dit Naomi froidement. Elle ne se leva pas pour le saluer.
Elle resta assise, le regardant avec une indifférence ennuyée. Elle a eu un petit épisode. Alcool, agression, l'habituel. Le visage de Richard devint blanc. Agression. Elle a aussi beaucoup utilisé mon nom, continua Naomi, enlevant un morceau de peluche de son legging. Et le vôtre? Elle a été très vocale sur vos pratiques commerciales, spécifiquement les protocoles d'élimination dans l'estuaire. Richard agrippa le dossier du siège devant lui. Qu'a-t-elle dit? Assez pour que je me sente obligé d'envoyer un email au SFO, dit Naomi. Elle lui offrit un petit sourire poli. Vous voudrez peut-être vérifier votre email, Richard. Je pense que vos avocats essaient de vous joindre. Avant que Richard ne puisse répondre, l'agitation de l'arrière de l'avion les atteignit. Béatrice était escortée, traînée en fait, dans l'allée par le marshal de l'air et la police britannique. Ses cheveux étaient un nid d'oiseau. Son maquillage était étalé. Elle était toujours menottée. Quand elle vit Richard, elle s'illumina. « Richard !» cria-t-elle. « Richard, Dieu merci! Dites-leur qui je suis. Ces animaux m'ont arrêté. Cette fille... » Elle essaya de pointer Naomi avec ses mains menottées. « Elle a volé ma vie. Poursuivez-la. Détruisez-la. » Richard Vance regarda sa femme. Il regarda les policiers. Il regarda Naomi Caldwell, la milliardaire qui pouvait acheter et vendre toute sa compagnie avant le petit déjeuner. Il vit la ruine qu'elle avait apportée sur eux. Non seulement l'arrestation, l'enquête environnementale, les vidéos virales, l'humiliation publique. Richard, gémit Béatrice, sentant le changement dans son énergie. Pourquoi ne leur criez-vous pas dessus? Richard recula. Il ajusta sa cravate. Il regarda l'officier de police principal. « Officier, » dit Richard, sa voix froide et détachée. « Je suis ici pour coopérer pleinement avec votre enquête sur les allégations de fraude contre Béatrice Vance. » Béatrice se figea. « Quoi? Je n'ai aucune connaissance de ces activités concernant l'initiative Londres propre. » Richard mentit doucement, la jetant au loup pour sauver sa propre peau. « Si elle a signé ces documents, elle l'a fait sans mon autorisation. »« Richard !» hurla Béatrice. « Tu m'as dit de les signer. Tu as dit que c'était juste de la paperasse. »« Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit Richard, refusant de la regarder. « J'entame une procédure de divorce avec effet immédiat, Béatrice. Mon équipe juridique vous rencontrera à la gare. » Le silence qui suivit était plus lourd que l'avion lui-même. Béatrice regarda Naomi. Pour la première fois, il n'y avait plus d'arrogance dans ses yeux, seulement de la peur. « Vous avez fait ça ?» murmura Béatrice. Naomi se leva, puis elle jeta son sac à dos sur une épaule. Elle sortit dans le couloir, se tenant face à face avec la femme qu'il avait méprisée 5 heures auparavant. « Non, Béatrice, » dit Naomi doucement. « Vous avez fait ça. Tout ce que j'ai fait, c'est acheter un billet. C'est vous qui avez décidé que le prix était trop élevé pour quelqu'un comme moi. Maintenant, vous payez la facture. » Naomi fit un signe de tête aux officiers. « Messieurs, si vous avez besoin d'une déclaration, mon assistante a les coordonnées de mon conseiller juridique. »« Merci, mademoiselle Caldwell, » dit l'officier respectueusement. « Nous avons beaucoup de preuves vidéo des passagers. Je ne pense pas que nous aurons à vous déranger. » Bien. Naomi passa devant Béatrice, devant Richard, et sortit de l'avion. Alors qu'elle remontait la passerelle, elle put entendre Béatrice crier le nom de Richard, sa voix brisée par l'hystérie. C'était un son terrible. Naomi remit ses écouteurs anti-bruit. Elle lança sa playlist préférée. La première chanson qui passa fut Karma Police de Radiohead. Elle s'autorisa un petit sourire. Elle traversa le terminal, contourna la récupération des bagages. Ses bagages étaient livrés directement à son hôtel et sortis dans l'air frais de Londres. Une voiture noire l'attendait. Le chauffeur ouvrit la porte. « Bon vol, mademoiselle Caldwell ?» demanda-t-il. Naomi se glissa sur le siège en cuir. Un peu mouvementé au début, Alfred, mais l'atterrissage était parfait. Elle sortit son téléphone. Le cours de l'action de Vance Global avait chuté de 14% au cours de la dernière heure. La nouvelle de l'arrestation et de l'enquête pour fraude était déjà tendance sur Twitter.
Elle verrouilla son téléphone et regarda par la fenêtre, tandis que la voiture s'éloignait. La justice, décida-t-elle, est un plat qui se sert mieux à 30 000 pieds. 3 mois plus tard, des gros titres avaient changé, mais pour Béatrice Vance, le cauchemar était permanent. Elle était assise sur une chaise en plastique dans une salle d'attente lugubre, portant un gilet orange par-dessus une combinaison grise. Elle n'était pas à un gala. Elle n'était pas en première classe. Elle était en pause de travaux d'intérêt général obligatoire. Le tribunal avait été indulgent concernant l'agression du marshal de l'air, probation et une amende massive. Mais les accusations de fraude concernant le déversement illégal avaient tenu. Ironiquement, la femme qui refusait de s'asseoir près de la racaille passait maintenant ses week-ends à ramasser des ordures le long de l'estuaire même qu'elle avait contribué à polluer. Son téléphone vibra. C'était une notification d'une application d'actualité. Dernière minute, Vance Global Properties dépose le bilan. Chapitre 11. Faillite suite à un retrait massif d'investisseurs. Béatrice fixa l'écran. Richard avait tout perdu. L'enquête que Naomi avait déclenchée avait révélé une décennie de comptabilité de type schéma de Ponzi. Il était actuellement en attente de procès, vivant dans un studio loué. Il n'avait pas parlé à Béatrice depuis l'aéroport. Elle fit défiler. Le titre suivant lui souleva l'estomac. Caldwell Vanguard annonce des profits records. La PDG Naomi Caldwell et une couverture du magazine Time. Le pouvoir discret de la dignité. La photo montrait Naomi l'air royale, forte et intouchable. Béatrice enfouit sa tête dans ses mains. Un superviseur souffla un sifflet. « La pause est finie, Vance !» cria le garde. « Retournez aux ordures. Ces déchets ne vont pas se ramasser tout seuls. » Béatrice se leva, le dos douloureux. Elle attrapa son pic-ordure. Alors qu'elle marchait vers le tas de débris, elle vit un morceau de papier flotter au vent. Elle le transperça avec son bâton. C'était une vieille carte d'embarquement froissée pour Oceanic Airlines. Elle la fixa, des larmes brouillant sa vision. Elle avait payé 12 000 $ pour un siège qui lui avait coûté toute sa vie. Dans son bureau en gratte-ciel à New York, Naomi Caldwell regardait la ville. Son assistante entra. « Mademoiselle Caldwell, Oceanic Airlines a envoyé un panier cadeau et une carte de statut titanium à vie. Ils ont aussi renvoyé l'hôtesse de l'air, Stacy, et institué de nouveaux protocoles de formation sur les préjugés. » Naomi jeta un coup d'œil au panier. « Envoyez les chocolats à la salle de pause. Coupez la carte. Coupez-la. Je n'ai pas besoin de carte de statut pour connaître ma valeur, » dit Naomi se tournant de nouveau vers la fenêtre. « J'ai mon propre avion maintenant. » Elle regarda un jet traverser le ciel, laissant une traînée blanche dans le bleu. La turbulence était enfin terminée. L'histoire de Naomi prouve que le vrai pouvoir n'a pas besoin de crier, et il n'a certainement pas besoin d'intimider. Béatrice Vance pensait qu'elle pouvait juger un livre à sa couverture, supposant qu'un sweat à capuche signifiait faiblesse et silence. Elle a appris à la dure que les passagers les plus silencieux détiennent souvent les clés de l'ensemble du moteur. Dans un monde où les gens jugent rapidement en fonction de l'apparence, Naomi nous rappelle que le respect n'est pas quelque chose que l'on achète avec un billet de première classe. C'est quelque chose que l'on gagne par la façon dont on traite les autres. Et quand vous essayez de voler un siège à la table à quelqu'un qui a construit la table, vous pourriez bien vous retrouver par terre. Si vous avez apprécié cette histoire de karma instantané et de justice, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Qu'auriez-vous fait si vous étiez Naomi? Auriez-vous immobilisé l'avion ou l'auriez-vous géré différemment? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Merci d'avoir regardé et